Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Ecclésia Magazine. Ecclésia Magazine. Maxime Dalle. Le sang des martyrs et semence de chrétiens, ce sont les célèbres mots de Tertullien. Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous revenons sur la situation humanitaire des chrétiens en Orient. Plusieurs associations, dont SOS Chrétiens d'Orient, organisent des événements comme la participation au semi-marathon de Paris, à la fois pour sensibiliser la population sur le sort de nos frères chrétiens persécutés, mais aussi pour financer des projets humanitaires. Pour en parler, je reçois Benjamin Blanchard, cofondateur et trésorier de SOS Chrétiens d'Orient, ainsi qu'Enguerrand Boissonnet, qui coordonne la participation au semi-marathon de Paris. Messieurs, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelle est la situation aujourd'hui des chrétiens en Orient, Benjamin Blanchard ? Elle est bien sûr difficile comme chacun sait et elle est variable selon les pays dont on parle. On vient d'entendre la chronique de Mounir Golnisch sur l'Égypte. La situation est différente en Irak, en Égypte, en Jordanie, au Liban et Syrie. Alors là, l'opération dont je crois on va parler ce soir, le semi-marathon de Paris, c'est au profit de la ville d'Alep. Et la situation des chrétiens, la situation de tous les Alépins d'ailleurs, est extrêmement difficile. Et j'en sais quelque chose puisque j'y ai passé une semaine cet été, fin mi-août. Et je crois que malheureusement, depuis cette époque, ça a plutôt empiré pour les habitants et notamment pour les chrétiens. Alors pour donner un exemple aux auditeurs de Radio Notre-Dame, depuis 2 semaines, la ville était complètement coupée du monde puisque le Daesh avait coupé la route d'accès à Alep, la seule route d'accès puisque l'autoroute est coupée depuis 3 ans maintenant. Donc c'était une petite route à travers le désert que j'ai emprunté plusieurs fois. Et donc cette route était coupée et il n'y avait plus aucun approvisionnement, aucune denrée qui arrivait dans Alep. Donc non seulement les Alépins sont privés d'eau et d'électricité pratiquement en continu depuis des mois, mais en plus là il n'y avait même plus les produits de première nécessité, la nourriture, le gaz, etc. Donc c'est vraiment une situation très difficile. Alep, qui est une ville qui comporte combien d'habitants ? Alors c'est difficile de savoir combien il y en a actuellement. Avant la guerre, il y avait j'imagine qu'il y a des allées et venues, 3 millions plus d'allées que de venues d'ailleurs. Voilà, il y a aussi des venues, mais il y avait environ 3 millions d'habitants avant la guerre. Actuellement, la ville est coupée en deux. Il y a Alep Est qui est aux mains de la rébellion. Ouais. Alors c'est pas le Daesh, mais c'est plutôt Al-Nosra, donc la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. Et à l'ouest, Alep Ouest, qui est tenu par l'armée gouvernementale. Il y aurait environ entre 60 000 et 100 000 habitants dans la partie est et peut-être 2 millions dans la partie ouest. Et ces gens vivent dans une grande privation. Et puis il faut bien penser qu'en plus de ces privations, il y a des bombardements quotidiens, donc des roquettes qui tombent indistinctement dans la rue, sur les immeubles d'habitation, et puis aussi plus spécifiquement sur les écoles et les hôpitaux, puisque les groupes armés terroristes raffolent de ce genre de cible. Alors SOS Chrétiens d'Orient a été fondé en 2013 et SOS Chrétiens d'Orient est donc implanté dans plusieurs pays au Moyen-Orient, ce qui fait un peu sa spécificité dans un sens. Enguerrand, peut-être. Alors, c'est effectivement implanté dans 4 pays, Irak, Syrie, Liban, Jordanie. Je ne sais pas si c'est la spécificité. En tout cas, la spécificité, c'est que nous envoyons des volontaires. Voilà, c'est que nous envoyons des volontaires sur place et qui vivent sur place avec les habitants au contact de la population. Et Enguerrand, qui est en face de moi, a passé plusieurs semaines cet été en Irak avec des réfugiés. Comment ça se passe du coup Enguerrand par exemple quand vous partez en Irak avec des volontaires? Tout d'abord c'est une équipe de combien de personnes et qui faites-vous? Alors quand on part en Irak ou dans les autres pays du Moyen-Orient, généralement en fait c'est une démarche personnelle, ce qui fait qu'on ne sait pas en fait combien on sera là-bas dans les différents pays. Moi quand je suis parti, on était une douzaine de personnes en Irak à Erbil, donc la capitale du Kurdistan irakien. Et la principale activité des volontaires lorsqu'on va sur le terrain, c'est de soulager les réfugiés d'un point de vue psychologique. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que, bien sûr, qu'il y a des problèmes matériels et que les réfugiés vivent dans des conditions très difficiles, mais il faut savoir que le premier problème, à mon sens, de ces réfugiés, de ces chrétiens d'Orient, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir et ils sont dans une situation psychologique dramatique. Et donc, en fait, en tant que volontaires, très souvent, nous organisons des événements pour les enfants,
parce qu'ils sont malheureusement très oisifs. Essayer d'apporter finalement un peu d'espoir en tant que chrétien. Exactement. Garder cette espérance dans une situation qui est catastrophique. Ouais. Exactement, avec des activités très variées qui sont bien sûr complétées par ce qu'on appelle des donations pour des familles en grande difficulté d'un point de vue matériel. Et différentes activités auprès des enfants. Alors on va évoquer vos actions effectivement humanitaires, sociales, matérielles, mais vous venez de parler de cette aide morale, psychologique que vous donnez justement, que vous proposez à la population locale. Cette aide, elle se traduit comment justement par des activités, vous venez de le dire, avec des enfants, mais au contact des familles Comment ça se traduit ? Alors, je vais vous donner un exemple, en tout cas, de la mission notamment que j'ai pu effectuer là-bas auprès des chrétiens d'Orient. Donc, nous avons organisé pendant 10 jours à, on va dire, 3 heures d'Erbil dans un petit village qui s'appelle Mengesh. Nous avons organisé un camp pendant 10 jours de 22 jeunes entre 15 et 18 ans. Et nous leur avons permis de passer 10 jours de vacances loin de tous les problèmes des camps de réfugiés. Et quand on revient d'une expérience telle que celle-là, on a envie de dire justement à la France, aux Français, à l'Occident, qu'à un moment donné, on peut aider les gens en étant sur place et en leur montrant que leur avenir, il peut se construire si on est là à côté d'eux pour les aider. Benjamin Blanchard, quand on est sur le terrain, il y a un véritable désir justement de ces familles, de cette population, d'être aidés, d'être aidés à la fois moralement, à la fois matériellement. Il y a une attente véritable. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, l'aide matérielle est capitale, mais vraiment aussi la présence, donc l'aide psychologique par la présence est extraordinaire. Actuellement, on a des infirmiers qui sont présents en Syrie qui aident dans différents hôpitaux religieux de Damas. Alors, ils aident bien sûr parce qu'ils sont là en tant qu'infirmiers bénévolement, mais également parce qu'ils montrent que des Français viennent travailler bénévolement ici, et c'est vraiment pour donner du courage aux autres infirmiers, aux autres médecins de ne pas abandonner leur poste, de rester, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux là-bas. Là, par exemple, en Syrie, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que régulièrement, quand on se déplace dans des villages, il y a le curé du village organise une réunion dans son église avec tous ses paroissiens, toutes les familles. Et en fait, c'est comme un bureau des plaintes. Et donc, chacun va raconter ses malheurs et exposer ça devant notre responsable là-bas, Alexandre, qui est le chef de mission, et sa collègue Lucie. Et on va essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Mais c'est vraiment comme le bureau des plaintes. Et ça soulage énormément le curé local. Et en même temps, c'est une sorte de catharsis pour la population qui voit qu'il y a des gens qui viennent les écouter. Là, il y a 2 jours, notre équipe était à Kousser, donc c'est une ville à la frontière libanaise qui a été rasée à plus de 80% par les combats. Et vraiment, les gens étaient très heureux de pouvoir s'exprimer. Ça a duré 3 heures, c'était interminable. Et puis en échange, ils sont aussi curieux de voir qu'est-ce qui a amené les volontaires à venir passer plusieurs mois de leur vie, voire plusieurs années en Syrie, dans un pays en guerre. Et ça, c'est très important. Alors comment se traduit sur le terrain les aides matérielles proposées par SOS Chrétiens d'Orient ? Ce sont à la fois des aides médicales, des aides, des petites constructions, des maisons, des habitats, je ne sais pas. Oui, c'est assez varié, puisqu'en Irak, on a construit 2 écoles, donc une à Mengesh où il y a environ 400 élèves, une à Erbil, donc la capitale du Kurdistan irakien, où il y a environ 600 élèves. On a 4 hôpitaux cliniques, centres médicaux répartis en Irak, donc un à Erbil, un à Mengesh, un à Bassora, dans le sud de l'Irak, et un autre à Al-Kosh. Et puis, alors ça c'est pour l'Irak. En Syrie, on a fait beaucoup de reconstruction. On a reconstruit des écoles qui appartenaient à l'église. On a reconstruit une église à Maaloula, et puis on a fourni aussi des cabines médicalisées. On a acheté beaucoup de générateurs pour les hôpitaux, puisque sans électricité un hôpital ne peut pas fonctionner. Et puis également on a des volontaires qui sont présents sur le terrain, qui déblayent les maisons, qui déblayent les églises, et puis qui maintenant
vont s'atteler à aider à reconstruire les maisons parce que beaucoup de gens veulent rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas le faire tant qu'ils n'ont pas leur maison. Ils n'ont plus d'argent pour reconstruire leur maison. Enguerrand-Boissonnet, cette aide matérielle que vous aptez à la population locale, comment finalement dépasser le côté éphémère de l'aide matérielle où on donne, pour parler vite, des patates et des médicaments? Comment apporter une aide sur le long terme à cette population-là? Par des infrastructures? Est-ce que vous travaillez aussi pour une conjoncture plus longue, plus large? Alors, je dirais, donc moi, pour me présenter et bien comprendre pourquoi je suis là, je ne suis, entre guillemets, qu'un volontaire de SOS Chrétien d'Orient qui a eu la chance de connaître l'expérience humanitaire sur le terrain et qui, par ce que j'ai connu là-bas, j'ai envie en fait de témoigner auprès de l'Occident et de la France et des Français pour leur dire que nos chrétiens d'Orient ont besoin de réconfort psychologique, de réconfort matériel, mais de réconfort psychologique. Et donc je dirais en fait, pour moi, la plus grande aide qu'on peut leur apporter au-delà des dons qu'il faut bien sûr faire pour pouvoir proposer des infrastructures indispensables aux chrétiens d'Orient. Donc c'est alerter, sensibiliser finalement l'Occident. Ouais. C'est ça, et envoyer et aller là-bas pour les aider psychologiquement et être un soutien au jour le jour de ces populations. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a voulu organiser justement la recherche de coureurs. On va parler bien sûr de cette participation au semi-marathon. Une question, Benjamin Blanchard, sur vos équipes. C'est volontaire, ils sont composés par qui? Par des jeunes de 20-25 ans, étudiants qui ont envie de... Enfin, je sais pas. Il y a vraiment toute génération confondue. La majorité est plutôt jeune. On va dire que la moyenne d'âge est autour de 25 ans. Il y en a des très jeunes, ça commence à 18 ans. Et puis il y en a des un peu moins jeunes. Là, actuellement, en Irak, il y a Yves qui a couru... le marathon d'Erbil. Alors on n'a pas fait le marathon en entier, on s'était inscrit sur les 10 km au marathon d'Erbil, mais Yves a couru le marathon d'Erbil et je crois qu'il a plus de 70 ans et il a bien tenu sa place. Donc vraiment il y a de tous âges, des gens qui arrivent de tous horizons, qui nous contactent. Après on fait des entretiens, on regarde si les personnes, quand on leur explique déjà ce qu'on attend d'eux, et puis si les personnes correspondent également à ce qu'on attend d'elles. Et puis si c'est bon, ils partent. Donc la durée minimale, c'est 1 mois. La durée maximale, il n'y en a pas. Et après, si tout se passe bien sur place, ce qui est le cas dans la plupart du temps, ils font leur mission. Ils reviennent et souvent ils ont envie de repartir ensuite. Alors avant de revenir justement sur cette action phare que vous allez mener par cette participation au semi-marathon de Paris en mars prochain, les chrétiens d'Orient, les chrétiens sur place, est-ce que eux aussi sont tentés par une émigration massive vers l'Europe? Est-ce qu'il y a ce désir de partir tout simplement? Ils en ont ras-le-bol. Oui, bien sûr, il y a ce désir de partir. Après, la situation, comme je le disais en début d'émission, est très différente selon les pays. Oui, c'est évident qu'en Irak... On pense plus à la Syrie, au berceau syrien. Mais l'Irak, avec Daesh qui occupe toute la plaine de Ninive et les villages chrétiens, la situation est très difficile parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là, qu'ils sont réfugiés, qu'ils logent. Alors leurs conditions de vie se sont un peu améliorées. Maintenant, ils sont dans des préfabriqués, ils ne sont plus dans des hangars ou pour la plupart, il y en a encore quelques-uns, mais la plupart du temps, ils sont dans des préfabriqués. Donc la situation matérielle est un petit peu meilleure, mais ils ont l'impression de ne plus avoir d'avenir dans ce pays qui est complètement explosé, qui est en proie à la guerre civile depuis plus de 10 ans, une guerre civile entre sunnites et chiites. Et les chrétiens sont au milieu et ils ne savent vraiment pas quel peut être leur avenir dans ce pays. Donc c'est vrai que la tentation de l'immigration est très forte et nous on n'est pas là du tout pour les juger, pour leur dire c'est bien, c'est mal, etc. On est là pour aider ceux qui veulent rester en Irak à rester et à vivre le mieux possible au quotidien ou à survivre le mieux possible. En Syrie c'est également différent puisque la situation n'est pas figée, ce qui est vraiment cause du plus grand... ça peut... Voilà, la plus grande cause de désespoir en Irak, c'est qu'ils ont l'impression que c'est figé. C'est-à-dire qu'il y a eu
la ligne de front n'a presque pas bougé en un an et demi. Au nord, en fait, les Kurdes tiennent leur territoire, Daesh, l'État islamique, tient son territoire, et ça ne bouge ni d'un côté ni de l'autre. Donc ils ne voient pas quelle peut être la solution. En Syrie, c'est en perpétuelle évolution, et il faut dire que pour les chrétiens, les frappes russes représentent un espoir. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Je n'en sais rien. En tout cas, ils espèrent que ça va arranger les choses et que ça va permettre de terminer la guerre. J'en suis pas du tout si sûr, mais bon, en tout cas, c'est leur espoir, et j'espère qu'ils ne vont pas être déçus là-dessus, parce qu'évidemment, l'émigration est encore plus forte quand on n'a plus d'espoir. Alors, Enguerrand Boissonnet, vous êtes donc vous coordonnez la participation au semi-marathon de Paris. SOS Chrétiens d'Orient lance donc cette opération, une opération de grande ampleur, une participation au 24e semi-marathon de Paris qui va se dérouler le 6 mars prochain. Quels sont vos objectifs par cette participation? Alors, je vais vous parler des objectifs passés et des objectifs actuels, puisqu'il y a eu une évolution par rapport à notre objectif de départ. Donc, au départ, nous voulions réunir au minimum 200 personnes, 200 coureurs aux couleurs de SOS Chrétiens d'Orient pour défendre la cause des chrétiens d'Orient au cours du semi-marathon de Paris 2016, donc le 6 mars 2016. Et devant l'enthousiasme qu'a suscité cet événement, nous sommes aujourd'hui plus de 520 coureurs inscrits aux couleurs de SOS Chrétiens d'Orient. C'est une réussite qui dépasse toutes nos attentes. Et donc, je dirais, aujourd'hui, l'objectif, il est beaucoup plus large, puisque... On peut même plus parler d'équipe. Après plus de 500, ça devient... Je pense, hein, je veux pas... j'ai pas les chiffres en tête pour le semi-marathon de Paris, mais je suis presque certain que ça sera la plus grosse association qui n'ait jamais réuni autant de coureurs pour le semi-marathon de Paris. Donc, c'est sûr que ça a vraiment un poids médiatiquement, et c'était un petit peu notamment le but de la création de cet événement, c'est de faire parler la cause des chrétiens d'Orient, dire justement à la France, qui a des origines et qui est de culture chrétienne, que les chrétiens d'Orient ont besoin de l'aide de l'Occident, de l'aide des Français. Et un des autres buts de ce semi-marathon de Paris et de l'organisation de cette équipe, c'est notamment de sensibiliser le monde de l'entreprise. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, SOS Chrétiens d'Orient, je crois, si les chiffres sont bons, Benjamin me contredira si je me trompe, ils ont fait appel à peu près 30 000 donateurs, personnes physiques, qui ont fait des dons pour SOS Chrétiens d'Orient. C'est formidable, c'est beaucoup, c'est bien. Ça permet de soutenir les chrétiens d'Orient. Mais presque aucune entreprise, aucune société n'a soutenu SOS Chrétiens d'Orient ou les chrétiens d'Orient en général. Derrière l'organisation de cet événement, ce que nous voulons sensibiliser, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises, réveiller le mécénat d'entreprise. Exactement. Et si vous voulez, aujourd'hui... le nerf de la guerre. Je vais faire juste un bémol en rendant hommage à la Fondation Ouest France, donc qui est la fondation issue du grand quotidien régional Ouest France, qui nous a aidé à construire une école à Erbil et qui a largement financé cette école. Donc c'est l'exception qui confirme la règle citée Enguerrand. Enguerrand, je vous en prie. Et donc, pour poursuivre sur ces entrepreneurs, d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons déjà un entrepreneur qui a créé sa société il y a 12 ans et qui est une société aujourd'hui cotée en bourse qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, qui, lorsque je lui ai présenté cet événement, nous a dit immédiatement « Je parrainerai en tant que président, directeur général de cette société, l'événement du semi-marathon de Paris aux couleurs de SOS Chrétiens d'Orient ». Et je ferai courir les coureurs qui courent pour mon entreprise aux couleurs de SOS Chrétiens d'Orient. À côté de ça, un groupe familial de 700 salariés qui a l'habitude de faire courir des coureurs au cours du semi-marathon de Paris a également accepté de faire courir ces 150 coureurs aux couleurs de SOS Chrétiens d'Orient. Alors quand je vous ai donné le chiffre de 520 tout à l'heure, ça ne compte bien sûr pas les coureurs liés aux entreprises. C'est vraiment, les 520 coureurs sont des personnes qui se sont inscrites individuellement au semi-marathon de Paris. Et j'en profite pour remercier très sincèrement tous ces coureurs qui ont accepté de relever ce défi sportif et de porter les couleurs et la cause des chrétiens d'Orient qui en ont bien besoin. Alors il y a une sensibilisation effectivement financière, une sensibilisation aux dons, parce qu'effectivement, comme on disait, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre quand il s'agit d'aider ces chrétiens d'Orient persécutés, mais il y a aussi
peut-être, et c'est l'objet de ma question, une volonté de sensibiliser moralement la population française à ce qui se passe en Orient. Benjamin. Oui, depuis la création de l'association, c'est un de nos objectifs d'informer sur la situation et nous faire un peu le relais parmi d'autres. Nous ne sommes pas le seul à le faire grâce à Dieu, de faire le relais de ce que disent, ce qu'expriment les chrétiens dans ces pays-là. Et je suis quand même assez optimiste de voir que petit à petit l'opinion publique et puis également l'opinion des dirigeants est en train de changer et on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus grand, tant pour ce qui se passe en Irak que ce qui se passe en Syrie et puis un peu au Liban aussi, puisque le Liban, encore une fois, grâce à Dieu, est en paix actuellement, mais on sent toujours que le Liban est sur la corde raide et que cela peut basculer à tout moment. Et moi, je trouve ça très encourageant de voir, notamment au Liban, on a une équipe en permanence au Liban et on a de très bons rapports avec les bons membres de Français qui vivent au Liban, qui sont très investis dans l'image de la France au Liban et qui accueille énormément de parlementaires qui se rendent au Liban et pour nous c'est très important qu'ils viennent voir ce qui se passe, qu'ils vont dans les camps de réfugiés et quand ils reviennent, ils ont ils ont une connaissance plus approfondie du terrain et ça c'est vraiment important. C'est vrai que au début, quand on a lancé l'association en décembre 2013, à notre retour de Syrie en janvier 2014, on disait certaines choses, d'autres associations qui sur le même terrain disaient la même chose, mais on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, en novembre 2015, il y a un mieux, et j'espère que ça va continuer à changer, parce que vraiment c'est quelque chose qui suscite une grande incompréhension là-bas, d'entendre ce que peuvent dire les dirigeants français, la relativisation de Daesh et d'Al-Nosra. Enguerrand, Bossonnet. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Benjamin, je pense que la jeunesse qui s'est inscrite justement au semi-marathon de Paris en est le témoin justement que cette parole est entendue, puisqu'en moins de 3 semaines, nous avons réussi à recruter ces 500 coureurs. Ce qui veut bien dire qu'elle a compris justement qu'il se passait quelque chose de dramatique là-bas. Il y a une prise de conscience, une responsabilité collective, finalement. Tout à fait. Et on revient à la phrase de Tertullien, le sang des martyrs et semence de chrétiens. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors cette participation au semi-marathon de Paris, vous allez, j'imagine, faire une levée de dons. Une levée de dons qui va aider à la construction d'un terrain de sport au profit donc des enfants d'Alep. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Benjamin ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi un terrain de sport pour Alep ? C'est parti de 2 choses. D'une part, c'est vrai que, excusez-moi, on peut se demander que la population locale a effectivement besoin de ressources primaires et on peut se demander pourquoi un terrain de sport. Alors pourquoi un terrain de sport ? En fait, ça vient d'une demande de Monseigneur Jean Barthes lui-même, qui est l'archevêque grec-melkite catholique d'Alep, que bien sûr nous visitons chaque fois que nous allons à Alep. Il vit là-bas, son archevêché est détruit, sa cathédrale est détruite, il est déplacé je crois chez les franciscains, dans un endroit plus sûr de la ville. Et il tient beaucoup à ce que la vie continue au maximum pour les habitants. On ne peut pas rester, quand vous vivez dans une ville qui est assiégée depuis 4 ans, vous ne pouvez pas rester dans votre cave toute la journée. Au début, les gens nous disaient, quand il y avait des alertes au bombardement, on descendait à la cave. Maintenant, ils restent chez eux. Ils ne descendent même plus à la cave. Et c'est pareil pour les activités. Les gens vont à l'école, les enfants vont à l'école, les gens vont travailler quand ils ont encore un travail, parce que dire que l'économie est par terre. Et puis, quand il n'y a pas école, les enfants, les jeunes doivent bien s'occuper. Et Alep était une ville très sportive. Il y a énormément de clubs de sport et notamment il y a le club Jalat que nous connaissons bien, qui est un des premiers clubs notamment de basketball de Syrie, qui empile les titres de champion de Syrie, qui a fourni de nombreux joueurs à l'équipe nationale et en visitant ces clubs de sport, en discutant avec eux, on se rend compte qu'un des grands problèmes, c'est que les terrains sont soit en zone rebelle, soit en zone de guerre, puisque c'est souvent à la périphérie
mairie de la ville les terrains de sport parce qu'il faut de la place, il faut de l'emprise foncière. Et donc Monseigneur Jean Bart nous a dit je lui ai parlé de cet événement, de semi-marathon. Il lui dit qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous propose avec l'argent collecté. Il nous dit ça serait bien un terrain de sport parce que nous pour nos enfants de l'église Melkite, on n'a qu'un terrain de sport, un tout petit terrain de sport devant l'église Saint-Georges. Je l'ai vu, ils jouent au basketball, mais ils ne peuvent pas jouer au football, etc. C'est trop petit. Parce que le sport justement peut permettre non plus d'être exclusivement dans la survie, mais aussi de vivre tout simplement. Mais bien sûr, c'est indispensable. Et les inscriptions au club de sport ne faiblissent pas. Bien sûr, il y a tous ceux qui s'en vont, qui ne peuvent plus s'inscrire, mais ceux qui restent continuent à pratiquer le sport. Et c'est vraiment capital. C'est pas quelque chose d'anecdotique et de superflu dans la situation, bien au contraire. Alors, Enguerrand-Boissonnet, la participation au semi-marathon de Paris sous la bannière donc, de SOS Chrétien d'Orient, comment ça se passe comment faire et également comment vous aider éventuellement pour continuer à aider ces pauvres chrétiens d'Orient? Alors, l'inscription pour le semi-marathon de Paris le 6 mars 2016, elle est relativement simple. En fait, elle se fait de façon individuelle sur le site du semi-marathon de Paris par le lien ASO, donc la société organisatrice. Et l'idée, c'est de se retrouver dans 2 sas de départ identiques pour qu'on puisse partir en groupe au moins au départ. Oui. Et donc, on a choisi le sas 1h45 et le sas 2h. Et derrière, il faut transférer son mail d'inscription à l'adresse mail suivante, semiparis2016@soschrétien avec un s d'orient.fr. Et derrière, vous êtes inscrit sur l'équipe qui courra aux couleurs de SOS Chrétien d'Orient. Merci Benjamin Blanchard, je rappelle que vous êtes cofondateur et trésorier de SOS Chrétien d'Orient. Merci à vous également Enguerrand-Boissonnet. Vous coordonnez la participation donc à ce semi-marathon de Paris. Merci à vous.